Salut à tous et bienvenue sur le live 19 du compte We Are Thunder sur Twitch. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live. Pendant un week-end où Russell Westbrook marque l'histoire de la NBA en plus, donc je suis encore plus heureux. Je suis comme d'habitude avec l'homme dont la moustache devient légendaire. Constant, comment ça va Constant? Voilà, il y a plus que de la moustache, là, commence à y avoir un petit peu de barbe aussi. Ouais, qu'est-ce qui se passe Constant là? Bon, ça fait juste une semaine que je me suis pas rasé, mais vous inquiétez pas, la moustache reviendra et uniquement la moustache. Avant de commencer, j'ai une petite question, petite devinette. Il m'a demandé la Je vais vous permission donner avant de des faire ça. chiffres. Il m'a demandé la permission, je lui ai accordé. Je vais vous donner des chiffres, vous allez devoir essayer de retrouver à quoi ça correspond. Si je vous dis 709, 329 et 341, même pas. Et en plus, je lis la mauvaise ligne. 792, 442 et 435, vous devez essayer de retrouver à quoi ça correspond. 792. 442 et 435. Bon, ça doit être des points, rebond, passe, peut-être. Ce sont 792, c'est le nombre de points. 442, c'est le nombre de rebonds. Et 435, c'est le nombre de passes décisives. Donc trouver le joueur. Faut trouver le joueur. Alors c'est vraiment difficile, hein, sachant que c'est fait sur 34 matchs. Je vous laisserai faire le calcul, 435 passes en 34 matchs, ça fait quand même une sacrée moyenne. Effectivement. Oui. Donc on vous laisse essayer de deviner le temps que je finisse mon introduction, puisqu'on est de retour après une semaine sans podcast. J'espère que vous ne nous avez pas oublié, qu'on ne vous a pas manqué. On va vous parler aujourd'hui notamment des joueurs qui marquent un petit peu la fin de saison. Mais avant cela, il faut parler du sprint final pour le tanking, bien entendu, pour la loterie. Je suis perturbé. Je suis perturbé déjà. Pour le sprint final pour la loterie. Parce que c'est ça qui anime un petit peu nos soirées et nos nuits actuellement, on va s'avouer, hein, parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est pas toujours très jojo. Si, c'est jojo quand c'est l'adversaire qui joue. Ouais. Quand c'est Steph Curry qui joue, ça c'est particulièrement jojo. Quand c'est Ouais, nous, c'est c'est ça. un poil plus compliqué. On prend plus de plaisir à regarder Curry que notre équipe. C'est un peu compliqué. Donc, clairement. Donc on va parler de ce sprint final pour les pires places de la ligue. Actuellement, OKC a le 4e pire bilan avec 21-40. À égalité avec voilà, plein d'équipes. Avec 21-47. Donc il faut quand même dire que ce tanking agressif qui est mis en place depuis presque la moitié de la saison est plutôt efficace vu le bilan qu'on avait avant. On est bien redescendu dans le classement, donc pour le coup on fait ça plutôt bien. Peut-être trop bien même pour certains avec des défaites un peu lourdes, mais on fait ça plutôt bien. Il y a des grosses défaites. Ouais. Il y a quand même plusieurs équipes en concurrence avec le Thunder, on n'est pas les seuls à tanker. On va enlever d'abord Houston qui a la palme, qui va être le pire bilan de la ligue maintenant, c'est presque officiellement mais fait. ils sont pas assurés de l'avoir. Ouais, je pense que c'est presque officiel, je pense. Ça doit être kiff-kiff. Donc les concurrents d'OKC qui a 21-47, je le rappelle. Il y a d'abord Détroit qui est à 20-48, Minnesota à 20-47, Cleveland à 21-46 et Orlando à 21-46. Donc comme vous le voyez, ça joue à un match, 0,5 match, c'est vraiment serré. Déjà Constant, avant qu'on commence, est-ce que tu as eu une bonne réponse vis-à-vis de ta devinette? Oui, bien évidemment, j'ai eu des bonnes réponses. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, ce sont les totaux de Russell Westbrook depuis le post-All-Star Break. C'est-à-dire que depuis le retour du break, monsieur est en 23 points, 13 rebonds et 12,8 passes. Vous savez très bien que je ne suis pas le plus grand fan de Russell Westbrook sur Terre, mais quand tu commences à poser des statistiques comme ça, tout en étant à 45% au tir, à 32% à 3 points, ça commence à piquer un petit peu. Donc voilà, je voulais souligner à quel point Russell Westbrook, comme Stephen Curry, c'est ce que j'ai tweeté, sont en train de rouler sur la NBA. Pour des gens qu'on disait fini, hein, parce que n'oubliez pas, l'année dernière, ça commençait à sortir des grands Lillard, des meilleurs que Curry. Finito Pipo, Russell Westbrook. Finito Pipo, et que Westbrook, en début de saison, on était tous peinés de voir son état physique, on se demandait si c'était pas un petit peu le début de la fin. Les deux ont quand même vachement bien répondu, et je suis très pressé, même moi, hein, je suis très pressé d'être après-demain, à 1h30 face aux Hawks pour voir l'histoire. Oui. Parce que c'était pas tant hier, l'histoire ça va être le prochain match. Concrètement, ça sera encore. Voilà, clairement. Puis comme il va finir encore avec 19 passes. Donc, complètement. Donc merci, là je vois que ça commence de s'activer dans le chat. Déjà, on nous parle déjà des confrontations des calendriers. C'est un point qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui. On va analyser le calendrier un peu de tous les concurrents directs d'OKC.
Avant cela, juste constant. Il nous reste 4-5 matchs. Il reste 4-5 matchs un peu à tout le monde d'ailleurs. Comment tu sens les choses pour OKC actuellement et un petit peu ces dernières semaines vis-à-vis de ce tanking? Alors, c'est pas compliqué. Avant de parler de mon ressenti personnel, il faut parler de choses factuelles. Comme tu as dit, les bilans extrêmement serrés. Allez, on va dire que Détroit est peut-être un tout petit peu en dessous. Tu vois, en fonction, ils ont une victoire de moins. Ils sont pas dans une forme impériale. Ils sont peut-être un tout petit peu en dessous. Mais avec la victoire de... Je crois que c'est la victoire justement de Détroit contre Memphis il y a quelques jours. Brandon Rabar a tweeté: si OKC perd tous ses matchs d'ici la fin de saison, OKC sera assuré de terminer au moins à égalité pour le troisième pire bilan. Pourquoi? Ça va dépendre des confrontations directes, et dans ce cas-là, je fais peut-être une transition pour plus tard. Mais moi, mon ressenti personnel, c'est que ça va jouer jusqu'au dernier soir de saison régulière. Je pense que globalement, les derniers matchs de saison régulière, ce sont les matchs les plus piégeux parce que d'un côté, tu as des équipes qui vont tanker, qui ne veulent pas gagner et qui vont faire reposer tous leurs joueurs. Mais potentiellement, et ça on en reparlera aussi quand on évoquera le calendrier, tu as des grosses équipes qui, le dernier soir de régulière, n'ont plus grand chose à jouer et vont peut-être faire reposer leurs joueurs. Donc pour moi, ça va être indécis jusqu'au bout. Je sens OKC plutôt bien engagé dans cette course. Mais ça va dépendre de plein de facteurs qui ne dépendent pas de nous aussi, ça va dépendre des petits camarades. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, je nous sentais bien depuis un moment, on perd des matchs largement, on voit qu'on, même avec des petits runs dans les quatrièmes quarts-temps, etc., on était assez serein parce que au final, un Dort qui te porte... La fin de match contre Sacramento nous a fait suer à fait un peu peur. Mais tu vois, un Dort qui te portait beaucoup à un moment et moins bon en ce moment, on y reviendra aussi. Tu vois, un Malédon aussi qui t'apporte un moment, c'est le cas. Beasley un peu inefficace, etc. Tu as moins de joueurs qui, tu te dis, peut te faire tourner vraiment un match. Parce que celui des Celtics, c'est Dort qui te le fait gagner. Il voulait vraiment le gagner d'ailleurs. Il y a Beasley aussi dans le quatrième quart. Beasley par exemple, c'est un peu le facteur qui peut te faire un peu gagner des matchs. Mais je nous sentais bien dans cette voie-là. On teste de plus en plus de joueurs. Là, sans le dire, mais il y a Kenrich Williams qui joue pas certains matchs. Ty Jerome qui est blessé là contre les Warriors. Vous allez voir que Dort en back-to-back va pas jouer ce soir non plus. Donc c'est plutôt positif là-dessus. Mais j'ai analysé ensuite les calendriers et les différentes choses et je suis moins serein que ce que j'étais auparavant où je nous voyais vraiment déjà finir derrière Cleveland, derrière Orlando, Minnesota qui remonte, etc. C'est un peu moins évident que ça une fois que j'ai tout regardé, on va en parler juste après. On nous demande déjà, on est d'accord qu'il n'y a pas de tiebreaker, c'est au hasard pour la loterie quand les équipes sont à égalité. Oui, je sais exactement ça. C'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort. Alors, sachez, si vous voulez tout savoir, que quand il y a deux équipes qui sont à égalité, c'est même pire qu'un tirage au sort. C'est un pile ou face, comme à l'époque. Pour faire un petit peu d'histoire NBA, sachez qu'à l'époque, il n'y avait pas de loterie qui existait. Dans les années 60, dans les années 70, on prenait les deux équipes avec les deux pires bilans, on les faisait tirer à pile ou face et le gagnant repartait avec le first pick. C'est pour ça que... Je pensais que c'était comme en NFL avant, que tu n'avais juste pas de loterie et que c'était au bilan, tu vois. Non. Pour le first pick, tu prenais les deux pires bilans et tu faisais un pile ou face. C'est pour ça que Phoenix s'est retrouvé à perdre la loterie de draft 1969, si je ne dis pas de bêtises, a perdu le first pick à pile ou face, sachant que le first pick c'était Karim Abdul-Jabbar et qu'il est parti à Milwaukee. Ça fait pas la même chose quand tu rates Karim à un pile ou face. Tu perds un top 3 all-time sur un pile ou face. Mais oui, il n'y a pas de tiebreaker, contrairement en playoff, ça se joue sur un tirage au sort en cas d'équipe. Et Thomas confirme ça en plus, que c'était cage au Suns si c'était face. C'est incroyable. Si t'imagines, on perd Cade à un pile ou face, moi j'ai un peu la mort quand même. Donc voilà. En termes de pourcentage de comment Casey revient à un pourcentage de chance d'avoir tel pic, etc., on le fera à la fin de la saison. Il y a un très bon compte Twitter à suivre que je vais essayer de retrouver en même temps qui chaque jour met presque un tableur à jour sur les pourcentages de chance d'avoir 1-2 pics dans le top 5, etc., qui est assez intéressant et on a des très bons pourcentages. On est à, je crois, plus de 70%. Sachant qu'il y a le pic de Houston. Oui. Je crois qu'on est à 75%. D'en avoir au moins un dans le top 5, Donc on est plutôt pas mal et ça peut être encore mieux. On va se plonger maintenant dans le calendrier. D'abord, le nôtre constant, d'abord le plus important quand même. Les Kings en back-to-back ce soir, donc si vous écoutez en replay, vous aurez le résultat de ce match-là. Ensuite, les Kings à nouveau, le Jazz et les Clippers pour finir.
Sachant que les Clippers, il n'y a pas d'horaire encore pour l'instant, si je me trompe pas. Non, parce que c'est le dernier soir de Ouais. régulière, donc ils vont faire les matchs qui les intéressent, vont être programmés à des heures correctes. Je vais te donner mon sentiment, et je le dis depuis un petit moment, j'ai vraiment peur qu'on en prenne un contre les Kings. Ça fait 3 fois qu'on va les jouer en très peu de temps. Perdre 3 fois contre les Kings en, je sais pas, ça fait quoi, 10 jours peut-être, même pas. Une grosse Même semaine, pas, non. peut-être. Ouais, j'ai pas calculé. Ouais, 8 jours. Ça me paraît quand même compliqué. Si Fox n'est pas là, Liberton pas là, etc. J'ai l'impression et j'ai peur qu'on en prenne un. Et sachant aussi, on en parle peu, mais Jazz Clippers, attention aux joueurs laissés au repos sur ces 2 dernières journées de saison régulière. Pas exclu que Jazz et Clippers, ça ne joue plus rien. Les Jazz ont repris une toute petite avance sur Phoenix. À voir. Il y a une défaite Ouais, d'écart. mais à voir, tu vois, sur si les Suns perdent et que Jazz gagne, tu peux être assuré à 1 ou 2 journées de la fin de 2 matchs de la fin depuis de. Une ou deux journées. Ouais, de la je parle fin. un peu comme au foot. Bienvenue en Ouais, Ligue 1. c'est ça. Je suis clairement en Ligue 1, là je suis pas bien, je parle journée. Non, mais à 2 matchs de la fin, ils peuvent être assurés d'être premiers. Fox revient ce soir, peut-être. J'ai pas vu passer l'info, mais c'était dit qu'il C'était était pas loin d'un Covid, retour, donc peut-être. Au pire, s'il revient pas à celui-là, il reviendra à Oui, celui peut-être, d'après. peut-être. Après, je vois pas l'intérêt pour les Kings de faire. Non, ils sont trop loin du. On va Ils pas sont se trop loin plaindre. du play-in. Bah, ils sont pas trop loin du play-in. La défaite contre San Antonio là, cette nuit, l'année dernière, je ne sais plus. Non, la nuit dernière. Bon, en tout cas, leur précédent match, ils jouaient contre San Antonio. S'ils gagnaient, je crois qu'ils revenaient à 1,5 match de San Antonio, ce qui était quand même intéressant. Là, la défaite, ça les met à 3 matchs, là, c'est plié. Donc, mais Et Clippers, pour ça. finir mon Vas-y. topo, Clippers, eux, je pense que le dernier match, ils joueront plus rien. Ils seront, à mon avis, 3e tout seuls. Et ce qu'il faut reposer. Après, le banc des Clippers est meilleur que notre équipe. Bah, largement. Je pense que l'équipe C des Clippers est meilleure Mais que nous, bon, hein, voilà, donc, tu joues pas Paul George et Kawhi Leonard normalement sur ce match-là, quoi. ouais, mais tu vas jouer Reggie Jackson et Pat Patterson. Donc, c'est quand même. Si Pat Patterson vachement- peut au moins nous vachement faire ça, parce que bon, Rappelez-vous, le dernier match de saison régulière de la bulle, c'était déjà un Clippers Thunder où il y avait personne Ouais. qui jouait. On avait eu un duel entre Hamidou Diallo et Terrence Mann qui était assez incroyable d'ailleurs. tout en shoot. Où les deux équipes. Tout en shoot. Bah oui, rappelle-toi qu'Hamidou Diallo il rentrait les 3 Oui, plus c'est 1 vrai, avec la c'est vrai, planche. c'est vrai. Où on voyait d'ailleurs que les joueurs étaient dépités que le match parte en overtime. Vraiment, personne n'avait envie de gagner. Personne ne voulait jouer en fait. Bref, au niveau du calendrier, alors je vais te dire moi pourquoi je suis plutôt confiant. Ouais. Parce que tu as parlé des 2 matchs contre les Kings. Sachant que ce soir, on est quand même en back-to-back à l'extérieur. D'ailleurs, les 2 matchs contre les Kings sont à l'extérieur, ce qui est un point non négligeable aussi. Dort ne va probablement pas jouer. Peut-être que Ty Jerome reviendra. Après, t'étais déjà à Golden State hier, t'as quoi, 1h30, je crois, ils ont dit, pour aller à Oui, mais tu Sacramento. joues à l'extérieur, Oui, tu quand vas même. jouer à l'extérieur, effectivement. Et tu joues quand même en back-to-back. Bon, sachant que tes starters ont joué 20 minutes parce qu'ils se sont fait défoncer la veille, je suis pas sûr que la fatigue soit Non. un motif vraiment, soit pas un facteur prépondérant, mais malgré tout, tu es en back-to-back. Et je pense que Sacramento, c'est pas la période la plus dure pour eux. Ils étaient quand même, hormis la défaite là, contre San Antonio, ils étaient quand même sur 3 voire 4 victoires consécutives. Je pense que c'est pas la plus mauvaise période pour les jouer. Ça, je suis d'accord, Dans parce un, que dans t'as un, notamment dans un profil de défaite, mais Ouais, je suis d'accord, t'as notamment un Begley qui revient bien, là, qui est plutôt en forme, qui est enfin, je pense, à 100%, on va dire, donc du coup, il est un peu meilleur. ouais, t'as Rich Holmes qui commence à produire, enfin qui continue sa production. T'as des petits joueurs en sortie de banc qui commencent à se montrer aussi. Je crois que c'est Terrence Davis qui a signé à Sacramento. Oui, J'étais surpris qui de le nous a voir. défoncé au dernier match, si je me trompe pas. Oui, qui nous a défoncé, mais j'étais surpris. Je me rappelais plus qu'il avait signé à Sacramento. parce C'était qu'il à avait quand la, même c'était à la fait un- deadline, ils l'ont récupéré. Ouais, voilà, parce qu'il avait quand même fait un bon bout de chemin l'année dernière avec Toronto, mais voilà. Mais je pense que c'est pas le pire moment dans une optique de défaite, c'est pas le pire moment pour jouer Ça, Sacramento. je suis d'accord. Ensuite, Utah, Utah, au pire, s'il faut reposer tout le monde, t'es obligé de foutre 8 joueurs, donc t'auras toujours peut-être un petit peu de Jordan Clarkson. Encore, il reste 2 matchs, hein. Donc s'il reste 2 Ouais. matchs, sachant qu'il y en a un d'écart avec Phoenix,
peuvent potentiellement le jouer. Ou alors, Et encore... Donovan Mitchell qui joue pas maintenant, reprise de rythme contre OKC. Ouais, bon, alors ça, c'est une belle petite reprise de rythme. Ça, c'est un petit Ouais, footing le dimanche. Mais oui, bah après, nous aussi, on va mettre des joueurs au repos. Hein. Faut pas se le cacher non plus. C'est ce qu'on fait d'ailleurs déjà. Ouais. Mais et après, contre les Clippers aussi. Mais en fait, ce constat, il peut s'appliquer à quasiment toutes les équipes. Puisque tu regardes, ne serait-ce que Détroit. Détroit, je crois que le dernier soir de saison régulière, ils jouent Miami. On va enchaîner sur Détroit, du coup j'ai leur calendrier sous les yeux. Moi aussi, Bulls, ça va perdre. c'est pas la bonne période pour Lavine les revient. Bon, contre les Wolves, Ouais. confrontation directe, ça c'est très très intéressant parce qu'il y aura Ça, forcément un alors, gagnant. c'est pas compliqué. Les deux matchs les plus importants de la fin de saison pour quasiment toutes les équipes du tanking, c'est le 9 mai, si je ne dis pas de bêtises, donc le 10 chez nous. Minnesota qui va à Orlando, donc il y aura forcément un vainqueur aussi. Là, on n'est pas au foot, il n'y a pas de match nul, au moins ça c'est le point positif. Et 2 jours après, le 11 mai, Minnesota qui se déplace à Détroit. Ces deux matchs-là vont dicter quasiment la fin de saison et les places avant la loterie. Ouais. Donc pour revenir à Détroit, qui a quand même un match une victoire de moins pour l'instant. Donc Ouais. Bulls, on a dit, ça sent pas bon. Il y a le match contre les Wolves, confrontation directe. Sachant que je trouve les Wolves quand même plutôt bien en ce moment, voire très bien. Avec un Edwards qui est de mieux en mieux, Towns et Russell qui jouent. Donc ils vont gagner, je pense, des matchs, eux, sur la fin de saison. Tu as les Nuggets, tu as le Heat. Sachant que pour moi, les Nuggets, très rapidement, n'auront plus grand-chose à jouer. Ils vont être sûrs d'être 4, si je ne me trompe pas dans le classement. Ils sont Bah là, la défaite contre Brooklyn, là, parce que ils se repassent à deux défaites d'écart avec les Clippers. Ouais, mais je les vois pas remonter, je les vois pas. Tu vois, je pense que pour moi, dans un ou deux matchs, c'est plié pour eux. Ils savent où ils tombent en fait. Et t'es pas exclu que Jokic ne les joue pas, par exemple. Tu vois. Après, ce serait bien les seuls matchs. Oui, c'est ça, c'est ça. Contrairement à la moitié des candidats pour le MVP. Et par contre, Miami, eux, ça risque de jouer vraiment fort jusqu'à la fin parce que l'Est, c'est un délire dans les places. Dans ces places-là, juste entre le play-in et la fin des 8, quoi. Là, c'est vraiment serré. Moins, parce qu'il y a Charlotte qui a décroché. Ouais, mais t'as 37-31 pour Atlanta, 36-31 pour Miami, 35-32 pour Boston. Je pense pas que ça va se décanter assez rapidement, quoi. Il n'y a pas un Boston-Miami dans 3 quarts d'heure C'est possible. Et sachant que là, t'as une place pour le play-in qui se joue et je pense que les équipes veulent l'éviter. Donc, exactement, t'as Boston-Miami dans 3 quarts d'heure. Voilà. Ouais, vous avez vu comment je suis Madame Irma. Miami, bon, après on va pas s'éterniser, mais je pense que le play-in ça peut vite être terminé en fait. Je vois pas ce que ça se batte, tu vois, d'ici la fin de saison. Il y a même une double confrontation entre Miami et Boston. Je pense typiquement, tu vois, si Miami prend les deux là contre Boston, c'est terminé. Bah après, non, t'essayes d'être 5 pour jouer les Knicks, tu vois, t'essayes pas d'être 6 parce que si t'as pas la même confrontation au premier tour. Oui, mais après, il faudrait qu'ils aient encore la possibilité, tu vois, de se battre pour terminer. Les Knicks d'ailleurs, qui sont pas si loin que ça, je les ai pas comptés, mais ils sont 37-30, ils sont juste. Ils sont 37-30, ils ont une petite. Bon, tout ça pour dire que le Heat risque quand même d'être compétitif plus que d'autres. On a plus moyen qu'ils soient en compétition jusqu'à la fin par rapport à d'autres équipes. Et que je pense que Détroit va gagner aucun match. Potentiellement. Je crois que Grant revient, par contre, si ça peut être un point positif. Je crois, ouais. Alors, ils se sont fait. C'était aussi cette nuit, je crois, où ils se sont fait défoncer contre les Sixers. Où ils ont pris à 19-14 de Dwight Howard en 2021. C'est quand même assez honteux. Oui, Grant a joué, donc il est bien revenu. Bon, il joue pas beaucoup. Grant a joué, mais le problème, c'est que Philly a fait jouer Tobias Harris, Joel Embiid, etc. alors qu'ils étaient questionable. Moi je vois pas, je suis d'accord, je vois pas Détroit gagner un match d'ici la fin de saison. Je pense que sont solidement ancrés tout seuls à la deuxième place. Je vois pas pourquoi ils iraient faire ça. Peut-être contre Chicago qui est quand même vachement irrégulier potentientiellement, mais s'ils gagnent pas contre Chicago, donc, je les vois pas donc gagner. on va dire que pour Détroit le bilan final serait de 22-50. De 20-52 pardon, excusez-moi, de 20-52. Minnesota maintenant, eux c'est mon gros espoir de fin de saison. Puisqu'ils jouent, nous tous, parce que comme on vous l'a dit, ils jouent le Magic, les Pistons, donc là c'est 2 matchs super importants,
Ensuite Denver, ensuite Boston, puis Dallas. Denver, on l'a déjà... Ils ont encore 5 matchs. Ouais, Denver, ça risque d'être trop tôt pour qu'ils arrêtent de jouer, je pense. Boston et Dallas, eux, ça jouera sûrement. Peut-être pas Dallas. À moins Sur qu'ils le dernier, soient encore en bataille avec Portland. Mais sur le dernier, ouais, peut-être que Doncic jouera pas. Après, Minnesota vont faire reposer des gars aussi. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. J'ai quand même l'impression que eux, c'est ceux qui font le moins reposer les gars, même en termes de minutes pendant les rencontres, parce qu'ils les ont tellement jamais qu'ils ont envie d'essayer que voir ce que ça donne ensemble. Ouais, mais après, pour le dernier match de saison régulière, tu vois, s'ils se rendent compte qu'une victoire, ça pourrait potentiellement les faire chuter à la loterie, je suis pas convaincu qu'ils vont aligner une Dream Team. Sachant que, et tu l'as bien fait de me rappeler avant le podcast, il vaut mieux qu'ils aient un pic très très haut s'ils veulent pas le donner aux Warriors. Il est protégé top 3, donc... Après, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu, mais malgré tout, ils ont pas envie de se gâcher des chances juste parce qu'ils ont gagné un match, tu vois, sur le dernier soir de saison régulière. Je suis d'accord. Combien de victoires on leur donne? Moi, je pense qu'ils gagnent les deux contre les adversaires directs, en fait. Moi, je pense aussi. En fait, le scénario parfait, ce serait ils en prennent 1 sur 2. Ouais. Tu vois, du coup, ça fait au moins une victoire pour Orlando, une victoire pour Detroit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faudrait mieux que le Magic en prenne un. Si t'es dans une optique de... Je préfère assurer le top 4 plutôt que viser le top 2. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est sûr. Ouais, voilà, moi je suis d'accord avec toi, je préfère plutôt Et pourquoi ça? Parce que... Plutôt qu'il n'y ait pas de tirage au sort avec Orlando, plutôt qu'on se retrouve avec Détroit, Orlando, Cleveland et que ça parte dans tous les sens. Et pourquoi ça? Parce que entre la place 4 et la place 5, il y a 9 points d'écart entre la chance d'avoir un top 4. T'es à 48% de chance d'avoir un top 4 si t'es 4ème, 39% si t'es 5ème. Là où le gouffre est moins grand ensuite. C'est 40%. Ouais. Parce que 39.9, bon. Donc c'est pour ça aussi qu'on préfère plutôt ça, quoi. Ouais, sécurité, toujours. Donc ça ferait un... Allez, si on leur donne les 2 victoires quand même en confrontation directe, c'est quand même plus possible. Ils sont 22-50. Cleveland ensuite, eux, on les attendait peut-être pas là, mais ils sont très solides en ce moment dans le tank. Ah là, et alors, depuis que Cavs FR fait des grands tweets en disant jamais la NBA donnera le first pick à OKC, allez hop, tu perds 12 matchs sur les 13 derniers. Et alors, en prenant des raclées de toutes parts. Eux, fin de calendrier, donc les Mavs, là tout de suite, bon, qui ont besoin de victoire. Wizards, qui sont très chauds et qui ont besoin de victoire. Pacers, c'est peut-être leur match le moins compliqué. Celtics, et Wizards et Nets. Eux, déjà, il reste plus de matchs. À part les Nets ou à la fin, si ça s'est détaché avec Milwaukee, ils ne feront pas jouer KD et Kyrie, c'est presque sûr. Si ça s'est détaché, non, tu veux dire quand ils seront détachés. Peut-être. Le reste des matchs, je vois pas comment ils vont gagner. Non, moi non plus. Ils sont sur 9. Ils sont sur 9. Non, mais ils sont sur 9 de suite. Ouais. Il y a 2-3 bobos. Il y a surtout Sexton qui s'est fait bobo. Sexton qui signe un contrat, qui va potentiellement signer un contrat max, hein, d'ailleurs. La NBA de 2021, les petits marchés. Vous voyez à quoi s'en résout les petits marchés. Hein. Bref, c'est un autre débat. Mais ouais, j'ai du mal à les voir gagner parce que ça joue pas très bien. Après, s'ils terminent la saison sur 14 défaites de suite, tu vois, ça me paraît beaucoup. Je me dis, il y a peut-être un match accident où ils vont le prendre. Comme nous, en gros. Ouais, mais nous, tu vois, on a endigué la série. Si on termine, je crois, si on perd tous nos matchs, on terminera la saison avec 10 défaites de suite. Tu vois, c'est pas 14. Oui, mais c'est comme nous, on l'a endigué à Boston. Ils étaient surmotivés. Nous, on l'a endigué pile le soir où on pouvait battre un record de franchise. Tu vois, au moins qu'elle serve à ça. Tu vois, cette saison, on va battre des records de franchise. On l'a même pas fait. Mais oui, on attend potentiellement une victoire. Tu vois, je pense qu'avec toutes ces équipes, t'attends au moins une victoire sur les matchs. Mais honnêtement, je pense que je la donne pas. Et ça leur ferait un bilan de 21-51. Sachant qu'on dit en commentaire Garland ne joue plus, oui, je crois qu'il ne joue plus. Et Sexton le mérite le contrat max. Oui, en soi, oui. Après, c'est... Non. Ouah. Non. Je suis désolé, il fait une bonne saison, ça se défend. Hein. C'est pas le pire choix que j'ai vu. Il fait une très bonne saison. Il est border All-Star sur la première partie de saison. Mais sa défense... Alors je sais, hein, tous les contrats max ne défendent pas comme des tarés. Hein, loin de là. Mais sa défense, pour le physique qu'il a, elle est quand même infâme. Je pense que Sexton, c'est un peu... J'ai failli dire... C'est un peu comme Westbrook, en fait. Il défend quand il veut.
Mais normalement, ces mecs-là ont des physiques tellement imposants qu'ils devraient être des chiens en défense. Et je trouve que en fait le futur des Cavs pour moi réside plus dans Garland que dans Sexton. Après, c'est un avis Ça se défend aussi. personnel, Ça mais se défend aussi. Après, ils sont un peu obligés de lui donner. et puis il marchait. Cherche pas. Hein, Bon, on il n'est marche. pas là pour parler. Ou alors ils attendent qu'il soit On restrictif. n'est pas là pour Mais, parler de Cleveland, en sachant qu'on leur donne aucune victoire. Ouais. Dernier concurrent, Orlando. Donc eux, match contre les Wolves qui arrive, très important. Ensuite, Orlando qui surprend ouais. un peu. Hein, On parce remerciera que, au peut-être moment de la Cole trade Anthony deadline, très fort. Cole Anthony de mettre des gros buzzer beaters effectivement, mais ils ont quand même battu Détroit, tu vois. Ils ont battu Cleveland et Détroit. Ouais, mais ça me surprend pas. Il y a Tu des vois, joueurs qui ont besoin de prouver. Il y a quand même un minimum de talent sur certains. Tu vois, Wendell Carter Jr., c'est pas Moses Brown. Je suis désolé. Mais oui. Ah bah non, bah moi j'aime beaucoup Wendell Carter, mais tu vois, on s'attendait quand même. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils battent Cleveland, Ouais. tu vois, sur l'effectif, potentiellement, Cleveland était quand même au-dessus, même Détroit. Non, ouais. Au final, ils ont pris 3 victoires, alors que si vous remontez à nos précédents lives, on disait quand même qu'on avait du mal à voir Orlando remonter. C'est peut-être eux, avec Minnesota, qui sont les plus en forme de tout ce C'est vrai. Et d'ailleurs, ils jouent les Wolves du coup en premier. Bucks ensuite. Hawks. Sixers pour finir. Ah, les deux contre les Sixers, là. Ouais, mais là, les Sixers. Les Sixers, ils sont C'est assurés de ça. finir C'est premier. exactement ce que j'allais te dire. Les Sixers sont assurés de finir en premier. Je pense qu'il y a moyen que leur trio ne joue pas. Ah oui, Du tout sur ces deux matchs. Et Même alors, to- pour le coup, les Sixers, ça a un impact quand même, je trouve, assez fort, à part si Tyrese Maxey en met 40. Tyrese Maxey, ils font encore un pur match. Donc, tu vois, peut-être que ces deux-là, pourquoi pas? Je me dis, c'est quand Ouais. même. Au moins un. Ouais, au moins un. Je Au suis moins d'accord avec toi. Donc, si on se met d'accord là-dessus, on leur donne quoi? Une victoire? Ouais, une petite à la fin. Ce qui leur ferait 22-50. 22. Donc, si on fait le bilan, Houston, pire équipe NBA, on les compte même pas. On aurait Détroit en 20-52 qui ne gagne aucun match. Cleveland en 21-51 qui gagne un seul match, je crois. Non, 0, on a dit. Non, aucun. Et ensuite, pour le coup, on a respecté le scénario que j'avais prévu. OKC, Orlando, Minnesota, 22-50. Non, mais toi, tu donnes une win à OKC. Ouais. Si on donne une win à OKC, Moi, bien je- sûr, voilà. Voilà. Donc si OKC Ouais, gagne non. un match, ça ferait peut-être ça. Si ça gagne pas de match, égalité avec Cleveland en 3-4, ce qui serait très bien. Je prends 20 fois cette situation. Bah, si on nous avait dit au moment où on était quasiment positif, dans le bilan positif, au bout de 45 matchs, vous finirez avec un pile ou face pour le 3e ou 4e pire bilan, on aurait signé, effectivement. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous voyez les choses, quel bilan vous voyez le Thunder finir. On a un peu délivré notre analyse. On va être honnête, il ne faut pas gagner. Ah non, oh, bah non. C'est triste à dire. Ah, mais ça, c'est le résumé de la C'est ça. saison, ça fait un an Et- qu'on dit il faut pas Et gagner. si jamais ça gagne un match, c'est ce qu'on se disait en off. Alors certes, celui de Boston est improbable. Mais en fait, on, Celui de Boston, il on pique, coûte quand même. notre trop bon, c'est notre trop beau début de saison qui coûte un petit peu dans cette course. Oui, bah. Il y a des, on en Non, parlait, il y a des matchs chez les contenders qu'on a gagnés, des matchs, Oui, une victoire contre Phoenix en back-to-back, voilà, ça sert à des matchs, je m'en souviens contre Memphis où on fait jouer personne et on gagne. Enfin, donc c'est plutôt Mais, la première partie de saison. Et Shea, accusé Shea. C'est surtouché. C'est surtouché. Hein. J'ai plus la stat là qui est sortie hier. Presque 30%. La différence De différence de pourcentage de pourcentage victoire. de win quand c'est là ou quand Il y a c'est presque pas là. 30%, je crois. Deuxième de la Je crois ligue. que chez deuxième et premier c'est Bogdan Bogdanovic. Non, Bojan Bogdanovic. Bogdan il met 48 points contre Houston. Non, justement, c'est Bogdan et c'est Bojan qui met 48 points. Oui. Mais t'as dit l'inverse. Mais Non, Bojan, non. Oh, c'est Bojan non, qui joue à Utah. Ah, je confonds. Ouais, Bojan c'est le plus vieux et Bogdan c'est c'est celui de le Atlanta. plus jeune. Oui, les deux sont vachement bons d'ailleurs en Oui. ce moment. Mais oui, bah une win quand même serait, c'est ce que je lis dans le chat, une win serait quand même Catastrophique. plutôt catastrophique. Hein. Ouais. Parce que tu passes de potentiellement 3 à 5-6 si tu gagnes un match. Mais comme on vous l'a dit, rien que d'être top 4 déjà c'est bien. Et 5-6, il y a un vrai gap ensuite. Top 3 c'est encore mieux parce que t'as Top 3, t'as les mêmes pourcentages que Houston. Houston. Voilà. Donc, mais C'est juste à une différence au niveau de jusqu'où tu peux tomber bas dans les Ouais. pics. Mais top 4 et first pick, c'est les mêmes. au moins 4, ça serait intéressant.
Et avant de parler un petit peu des joueurs de cette fin de saison, je vous rappelle ce qu'on a dit la dernière fois. Il y aura des petits challenges à faire sur la loterie, selon où on finira, etc. Surtout à moi, parce que Constant n'est pas chaud. Je sais que vous avez plein d'idées pour Constant. Mais moi j'attends. Proposez, on a déjà eu une ou deux propositions qui étaient plutôt cool la dernière fois, très rapidement. Mais proposez-nous des trucs, typiquement, si OKC se retrouve avec le first pick, ça, s'il y a 2 picks dans le top 5, telle chose, etc. Et ça pourrait être assez fun à faire. Parlons des joueurs maintenant, Constant. On a sélectionné... Oui, parce que quand même, il y a des matchs à jouer. Allez, une petite question avant. Pas mal de hype sur Jalen Green aux US pour le Thunder, plus que pour Suggs, vous en pensez quoi? Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler beaucoup. Je suis pas fan du fit. On préfère le fit de Suggs que de Green. Et après, on parle de ça à talent équivalent. Si on considère que Green est beaucoup plus fort, il faut prendre Green. Je pense qu'il y a... Ça, on l'a déjà dit, je pense, dans un live. On va peut-être le répéter juste en 2 phrases. Moi, ma pensée, c'est que le fit... En fait, la différence de niveau entre Green et Suggs ne permet pas de compenser la différence de fit à OKC. Du coup, si moi je suis Sam Presti le soir de la draft et que j'ai Green et Suggs disponibles, je prends Suggs parce que j'estime que ça fit mieux et qu'il n'est pas extrêmement moins fort que Green. C'est plutôt bien résumé. Les joueurs, on a fait une petite sélection des joueurs qui quand même se montrent ou pas d'ailleurs sur ces matchs pas très agréables à regarder des fois. Il y en a plusieurs d'intéressants. Il y a notamment un nouvel Argentin dont on va devoir discuter un petit peu sur ce qu'on a vu. Mais je pense que le principal, c'est Darius Bazley. C'est lui qu'on voit le plus. C'est lui, je pense qu'il joue le plus, peut-être. À voir. Tant que ça fait tourner. Dis-moi un petit peu ce que tu as trouvé sur Darius Bazley. Juste, dans chaque recap de match, je pense qu'on écrit très actif, très agressif, mais maladroit. Et maladroit, pas tant que ça au final. Juste d'un point de vue statistique, Bazley, depuis son retour de blessure, donc depuis le break du All-Star, 16 matchs, 18 points, 7 rebonds, 2 passes, 42% au tir, 29 à 3 points et 67 au lancer. Et il a quand même augmenté, il est passé de 48.7 en true shooting à 51. Ça, c'est une belle progression. Progression statistique déjà, parce que quand tu passes de 12 points, 7 rebonds en pré-break à 18-7, c'est quand même une belle petite progression. Et dans le jeu, il y a, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une transformation, mais il y a quand même eu une grosse évolution. Alors, la grosse évolution, elle se traduit d'un point de vue purement statistique. Je suis encore allé farfouiller sur les sites de stats avancés, notamment sur le site de la NBA, qui est bien évidemment la référence ultime. Si vous prenez Darius Bazley avant le break, au niveau de sa répartition de tir, vous tombez sur un joueur qui prend beaucoup de catch and shoot, notamment à 3 points. Et qui prend beaucoup de catch and shoot et de pull-up en fait tout court. C'est-à-dire qu'en début de saison, Bazley, on ne voyait pas beaucoup agressif vers le cercle, et comme en plus il ne rentrait pas ses tirs, c'était un peu compliqué pour lui. Là, il a vraiment, depuis le retour du break, il a vraiment changé son niveau de jeu, il réduit un petit peu ses tirs extérieurs et il drive, et ça se traduit purement dans les stats, c'est-à-dire que Bazley, avant le break du All-Star, ses tirs à moins de 10 pieds, donc c'est quasiment la zone restreinte, sa fréquence de tir elle était de 43%, ce qui est correct mais ce qui n'est pas beaucoup, il y avait quand même 36% de pull-up. Depuis le retour du break, ses catch and shoot sont descendus à 22%, il est passé à 60,5% de tirs tentés à moins de 10 mètres, enfin moins de 10 pieds, ce qui montre bien que Bazley va de plus en plus vers le cercle. Il y a une progression, pas tant au tir extérieur parce que ça reste quand même très aléatoire, il y a des pertes de balles, néanmoins je trouve que dans la création il commence à montrer des trucs. Il y a notamment une action cette nuit où il attire 2 joueurs pour servir Moses Brown sous le panier, que j'ai trouvé très intéressante, et là ça montre qu'il y a une vraie capacité de jugement et de vision de jeu. Je trouve que ça progresse dans l'énergie. Rappelle-toi, en début de saison, on disait que Bazley était plutôt nonchalant. Là, pour le coup, il joue tout le temps. Il est tout le temps dans l'intensité, tout le temps dans l'énergie. Surtout dans les fins de match, d'ailleurs. On voit que lui, il n'a pas envie de perdre. Surtout dans les fins de match, mais aussi dans le premier quart. Les débuts de match, il les prend souvent à son compte. Donc, ouais, ça reste encore très brut, mais je trouve que cette version qu'on voit de Bazley, c'était peut-être la version qu'on attendait depuis le début de saison. Et ça montre qu'il y a une évolution dans son jeu. Alors, est-ce que ce sera toujours le même Bazley
L'année prochaine, typiquement, pour se projeter, quand il y aura des pics de draft qui seront arrivés, plus le retour de Shea, je ne sais pas, toujours est-il que là, il montre que sur ce stretch de match, c'est probablement le meilleur joueur du Thunder, et il montre que quand il commence à moins prendre des tirs extérieurs, un peu plus s'attaquer le panier, sachant qu'il ne les réussit pas plus, hein, mais ses attaques vers le panier, mais c'est juste comme il en prend plus, ses pourcentages augmentent. Et il montre qu'il est vraiment capable d'être un bon joueur NBA avec beaucoup de potentiel. Je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. Son côté drive, bien sûr, ça saute aux yeux. Son agressivité nouvelle, j'ai presque envie de dire, parce qu'on l'avait rarement vu aussi agressif. J'ai tendance à dire qu'il gère quand même un peu mieux les contacts, que ce soit sur ses revers, etc. Son reverse qui devient un vrai go-to move, d'ailleurs assez efficace dessus. Il provoque de plus en plus d'end one, etc. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as sous les yeux, mais sur pourcentage en ses francs, c'est 67. pas fou. C'est clairement pas fou. Depuis le retour du break, c'est 67. C'est- Mais tout le monde en rate Ouais. des lancers. Hein. Mais il était qu'à 70 avant. Mais, Je suis content du rôle qu'il a actuellement, où on le voit un peu plus. Il n'est pas uniquement dans le spot-up, comme tu l'as dit, plus balle en main. J'ai pas encore, je suis pas encore complètement convaincu par son côté créateur, mais comme tu l'as dit, il y a certains flashs qui sont plus intéressants que ce qu'on a vu auparavant. il progresse. Mais j'ai encore du mal en termes d'efficacité. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup analysé, il y a vraiment beaucoup de choses. Je me demande comment est-ce que ça va donner dans le futur, en fait. J'ai du mal à voir. Voilà, c'est l'incertitude que j'ai. Par contre, cette fin de saison pour lui est très très positive. C'est vraiment peut-être lui, je sais pas si c'est lui qui en profite le plus, parce qu'il y a quand même d'autres joueurs qui en profitent beaucoup. Mais au moins il s'exprime, au moins il a la balle en main. Donc ça, c'est un gros point positif. Je vais juste aussi donner une petite stat qui nous donnera des billes pour cette intersaison pour d'autres sujets que j'ai écouté dans le Down to Dunk podcast qui est très bon, écoutez-le en anglais. Beasley était, bon, quand ils ont fait le podcast, j'ai regardé ensuite, ce n'était plus le cas. C'était à un moment le joueur qui contestait le plus de tirs à 3 points de la ligue. Il doit être encore dans le top 5. Shea est aussi très très haut, Dort est aussi dans le top 15. Alors, cette stat, elle a deux choses. Ça veut dire, oui, que Beasley sort sur les joueurs, va contester les tirs, etc. Mais si les tirs sont pris, c'est qu'il n'est pas si bien contesté que ça, d'une part. Et d'une deuxième part, c'est que il y a quand même des écarts défensifs qui sont créés parce que ça permet de tirer. Alors j'ai un peu de mal à l'analyser sur ce point-là, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt que dans l'ensemble, et quand on parlera peut-être de Daynault un peu plus, on pourra l'analyser, il y a quand même 3 joueurs d'OKC dans cette catégorie-là. Je pense qu'il y a quand même un aspect collectif et de mise en place qu'on pourra peut-être rechercher dans cette défense des 3 points. Dans tous les cas, j'ai l'impression que Beasley, et ça on le dit depuis longtemps, son aspect défensif est quand même beaucoup plus certain encore maintenant que son aspect offensif. Et ça, il pourra s'en appuyer. Il pourra s'en appuyer sur la plupart de sa carrière et ça lui donnera des minutes presque tout le temps. On va pas revenir sur. Mais rappelle-toi quand on avait fait le podcast où on avait analysé en détail le jeu de Beasley, Oui. quand on avait trouvé des comparaisons, je t'avais dit que c'était un Marvin Williams. Et puis il était décrit comme spécialiste défensif tout le long. Marvin Williams c'était un 3&D. Alors, est-ce que Beasley va devenir un 2&D? Je ne sais pas, et ce serait peut-être un peu dommage de le voir devenir uniquement un 2&D. Mais défensivement, je pense que Alors après, j'ai pas tant envie de parler de son aspect défensif actuellement, parce que OKC défend pas des masses. Contrairement en première partie de saison où tu voyais plus de trucs de Beasley défensif parce que ça défendait mieux collectivement. Idem pour Dort d'ailleurs. Dort, oui, c'est ce que j'ai dit. Dort, il finira pas dans une all defensive. Hein. À moins qu'il ait déjà la réputation qui fait qu'on peut sélectionner des joueurs, même s'ils méritent pas trop, mais ils ont la répute. Sinon, sachant qu'OKC va finir dans les bas-fonds de la NBA, j'ai du mal à voir quelqu'un donner une all defensive. Bref, toujours est-il que Beasley, je trouve que offensivement, oui, il y a du déchet, mais c'est pas, il y a une progression quand même. Tu vois, en première partie de saison, il y avait du déchet et en plus, le mec restait tout le temps au large. Là, pour le coup, il y a une progression dans les drives. Alors, il n'est pas plus efficace, comme je l'ai dit, sur les drives. Malgré tout, j'ai l'impression de voir un Beasley qui a progressé. Tu prends le dernier match là contre les Warriors et tu prends le premier de la saison contre Charlotte, il a progressé. Je suis d'accord avec toi. Alors on en attendait beaucoup et peut-être déçu de cette efficacité justement, mais alors pour le coup je suis plutôt d'accord avec toi et on va pas revenir sur cette
fausse polémique avec Mark Daigneault qui l'a démenti ensuite, où en fait ça allait peut-être justement dans ton sens, où il se motivait plus qu'autre chose apparemment sur cette action. Oui, voilà. Et qu'apparemment Shea rigolait. Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Oui, Shea, ça, Shea rigolait, Shea, il s'en fout complètement, c'est incroyable. Shea, oui, Shea, il en a pas grand-chose à faire, il joue au golf. Il vit sa meilleure. Avant d'enchaîner sur d'autres genres, il y a juste 2-3 messages dans le live. Les gars, après la loterie, il faut faire un live où vous nous proposez vos rosters réalistes pour la saison 2021-2022 avec prise en compte de la draft, free agency, etc. On présente chacun le nôtre et le chat choisit quel effectif est le mieux. C'est déjà prévu, on en a parlé en off. C'est quasiment pile ce qu'on a dit. On a dit on ferait un live ou un podcast stratégie de l'intersaison, et en fait c'est exactement ça, qui on draft, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc on avait déjà prévu ça, donc c'est très bien si ça vous plaît, si vous êtes déjà hypé un petit peu par ça, ça sera parfait. Ouais, et puis vous allez voir que j'aurai le meilleur effectif. Ça commence déjà, ça commence. Votez pour moi, vous savez Constant il est pas gentil, il aime pas Russell Westbrook, votez pour moi. Ouais, non, Et c'est toujours... quand vous voyez un tweet de We Are Thunder sur Westbrook, c'est quasiment tout le temps. Ouais, parce que moi je l'ai fait avec mon compte perso, c'est ce que je dis. Voilà. Et ensuite, que ces spectateurs faire un peu de propagande. Ouais, aujourd'hui c'est plutôt calme. D'habitude on a une trentaine, etc. Là on sent qu'il fait beau, les gens n'ont pas envie de venir nous écouter. Alors il fait beau, ça se voit que tu n'habites pas en Oui, Normandie, mais toi ici, t'habites, oui, bien sûr. Ici, il pleut à verse. Non, mais on sent que... Je vois depuis ma fenêtre, il pleut à verse. On sent que la fin du confinement approche, etc. Bientôt. Non, mais c'est sûr. On n'était pas là une semaine, on nous oublie, ça y est. Voilà. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est incroyable. Ouais, moi non, mais c'est pas grave. Les gens reviendront. Puis quand on fera la loterie, on sera 4 milliards. Ça, on espère. Il y aura de la concurrence à la loterie, mais effectivement. Et oui, c'est vrai qu'on fait tout le temps les mêmes sujets aussi, donc forcément ça attire moins et on le voit bien. Alors que le podcast sur Poku a très bien marché d'ailleurs, donc si vous avez écouté, on vous remercie de ça. Et le troisième podcast sur les mêmes sujets, oui, mais on fait un update ouais, à chaque fois. C'est un peu ça. Oui. C'est des versions longues en fait de et c'est un peu pour ça que la semaine dernière on n'a pas fait, parce qu'on a dit, ouais, on va dire exactement la même chose tout le temps, quoi. De toute façon, c'est le dernier là, sur ça. Le prochain, ce sera le bilan de fin de saison. Bonne question avec cette fin de saison. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont changé de statut par rapport à leur futur au sein du Thunder? Un exemple, un Svi ou un Bradley, mais avec beaucoup moins qu'au début. Bradley, faudrait qu'il joue déjà. C'est surtout ça. Bradley, dès qu'il joue, il est plutôt correct et là, il joue pas. Est-ce que ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on va en faire? Peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'on a abandonné? Peut-être aussi, c'est assez compliqué. Un Svi, la problématique, c'est que pour moi, il est pas... Lui, il profite... il est pas bon, il profite pas du tout de lui, qu'il y ait personne à côté. Il serait bien meilleur à jouer en spot-up et à avoir un peu moins la balle en main, à avoir un rôle qui lui correspond plus. Et là, pour le coup, il est pas aussi bien que je l'espérais, que Constant aussi d'ailleurs, mais encore plus moi, je pense. Non, mais je sais, c'est pour ça que je dis ça. J'avais vu ses pourcentages à 3 points à Détroit, j'avais dit bon bah. En plus, tu sens que à tout moment, il peut prendre feu. C'est ça qui est un peu dommage, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est les faux shooters. Ouais. Ça, on les connaît. C'est les mecs qui te font croire qu'ils sont capables de rentrer des tirs, mais qui ne le sont pas. Sachant aussi qu'il faut prendre quelque chose en compte, c'est que la plupart des joueurs, ils ont un rôle actuellement là, dans les derniers matchs, ils n'auront jamais ce rôle-là en NBA. Et du coup, c'est une observation un peu biaisée parce que à aucun moment, Robbie, c'est ton titulaire, quoi. Tu vois oui, non, mais voilà, mais tu le sais. Donc du coup, tu peux pas te dire, alors est-ce qu'il est capable d'être une rotation sur tel poste parce que tu dois le mettre titulaire. C'est un peu dommage dans cet aspect-là. Ouais. Après, on posait la question et quelqu'un nous a dit la réponse dans le chat de à qui profite cette fin de saison, changement de statut, transition est toute faite. Ty Jerome. Oh là là, quel bonheur. Joueur. Lui, c'est un vrai shooter. Vraiment, je suis très heureux qu'on ait fait 35 minutes il y a 6 mois pour parler de Ty Jerome. Parce que tout ce qu'on a dit sur... Vous pouvez le réécouter. C'est vrai, tout est vrai. Déjà écouté. Tout ce qu'on a dit, on a dit que Ty Jerome était... En fait, l'avenir de Ty Jerome dépendait du fait qu'il soit capable de rentrer ses tirs à 3 points. En dehors de ça, c'était un très bon meneur, capable de créer sur pick and roll. Tout ce qu'on a dit s'est avéré bon. Et en plus de ça, Ty Jerome rentre ses tirs. Et il ne fait pas que rentrer ses tirs, il les rentre à des pourcentages... Alors,
exceptionnel, mais encore plus exceptionnel. Tu regardes les pourcentages de Ty Jerome à 3 points, tu dis le mec est à plus de 42% à 3 Ouais. points. Ce qui commence à piquer très très Bah. fort. Mais il y a surtout, au-delà de l'aspect, excuse-moi de te couper, mais au-delà de l'aspect purement pourcentage, c'est un peu comme Steph, faut regarder les tirs qu'il Des prend. tirs débiles. C'est Ty n'importe Jerome, quoi. il prend des tirs à 10 mètres, il les Il y rentre. en a un où il fait un jab step à 9 mètres et le gars sort finalement et il tire. Non, mais tu te dis, mais ça va s'arrêter où en fait? C'est vraiment. Ah, mais c'est ce que dit dans le chat, il est à 1 Ouais, mètre ouais. de la ligne à Ouais, chaque ouais. fois. Il pull up, il en a rien Et à faire. Ty Jerome, vraiment. Tu l'as dit, il incroyable. a 42,3% en plus de 5 tentatives. Et en fait, dans l'histoire du Thunder, et on n'a pas vu énormément de saisons au Anthony tir Moreau. comme ça. On n'en a pas vu. Hein. C'est-à-dire que Il y a KD Alors, qui fait une saison en 50. j'ai la 40, liste à peu 90, près qui peuvent s'en rapprocher. Tu as Gallinari qui a 40% sur 7 tentatives l'année dernière. Lui aussi, dans le genre, j'en prends des nuls, Ouais. je les rentre, il était fort. Mais après, qu'en saison Ouais. régulière. Hein, Tu avais quand même Paul George, une saison où il a 40% en prenant presque 8. Là, ouais, ça et puis bombardait. alors, celle d'après aussi, celle où il est quasiment MVP sur la première Ouais. partie de saison, je crois qu'il est à Mais 41. après ça avant baisse ses et il en blessés. prenait 10 par match. Tu te dis. Tu te dis voilà. En plus, Et effectivement, bah, comme après, tu l'as c'est pas dit, il y a les mêmes. une ou deux saisons où KD commence d'en prendre un peu plus avec des bons pourcentages. Il y a une saison de KD en 50, 40, 90. Ouais, ça, je mais suis après, sûr. il y a la quantité. Je crois qu'il en prenait un peu moins que Ty Jerome. Sachant que Ty Jerome les prend en Bah, sortie après, de Ty banc, Jerome en mais prend ça- 5. Hein. Donc c'est pour vous dire quand même le niveau au tir du gars, on a quand même rarement vu ça au Thunder. Et pour Et attends, t'as oublié les pourcentages de réussite à 3 points. Il y en a un autre cette saison qui a plus de 40% à 3 c'est points. Kenrich, Shea il y a pas Kenrich Williams aussi? Kenrich, oui, mais il Oui, en il en prend prend moins. Shea, il prend quasiment même. Alors, KD, l'année où il est à 40% à 3 points, il en prend 6 par match. Ouais. Donc c'est quasiment Ouais, le même ouais. échantillon avec un pourcentage de réussite un poil en baisse. Quand Mais, même. ouais, quand même. Mais oui, bah, il y a Shea et Ty Jerome qui prennent quasiment 5 tirs à 3 points par match chacun et qui sont à plus de 40, voire quasiment 41% de réussite à 3 points. Plutôt bien. Et Ouais, ça va, c'est pas mal. une autre stat assez incroyable sur Ty Jerome, c'est Moi j'en c'est ai une sur aussi. capacité sur pick and roll. Alors, quand Ty Jerome et ball handler sur pick and roll, ça arrive 3 fois par match. Il met 1,19 points par possession, donc sur 33 matchs. C'est-à-dire qu'en gros, parmi les joueurs qui en jouent au moins 3 au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a Embiid dans le classement, mais il en joue 0,3 par exemple, les joueurs qui en jouent 3 au moins par match dans le classement qui sont au-dessus de lui, c'est TJ Warren, qui a joué 4 matchs, Jay Warren, il a qui a joué joué 4 4 matchs. matchs, et James Harden, mais James Harden version Houston. Qu'est-ce que version Donc Houston 8 matchs. Ah Donc ouais. c'est-à-dire Harden net est plus bas. En gros, Ils sont en train de nous expliquer que Harden en ball handler était moins fort au net, enfin est moins fort au net qu'il ne statistiquement, l'était en sur 8 points par matchs à Houston. possession, il met moins de points par possession. Ça prend pas en compte les passes, je crois, c'est juste en scoring. Mais du coup, il est Comme quoi moins. les statistiques mentent. Mais en gros, ce que On je suis en peut train de tout faire vous dire, c'est que Ty Jerome est statistiquement peut-être le meilleur joueur pour scorer sur pick and roll avec la balle en main. Après les Oui, stats, non, mais tu vois, t'as Joe Ingles qui fait une ouais, saison voilà, historique au true je suis shooting, d'accord hein. avec toi. Il faut aussi les remettre en contexte. T'as Steph Curry qui en joue bien plus et qui a 1,14, qui est pas très loin. Mais c'est quand même assez Ouais. fort ce qu'il produit. Et ça confirme un peu ce qu'on voit visuellement, sans que ce soit le meilleur joueur sur pick and roll de la ligue. T'as les stats de Jokic juste comme ça pour être Je les ai curieux pas, je suis plus sur la page NBA.com, j'ai noté les stats, Bon, je suis c'est plus. pas grave. Mais Ty Jerome, bien qu'il n'ait pas la capacité à monter sur les joueurs, à vraiment bien absorber le contact et tout, avec son toucher, avec ses teardrops, son petit tir à mi-distance, etc., il est en train de se J'en ai montrer une vraiment stat. bien. Vas-y, donne-moi ta stat, man. J'en ai L'ode une à Ty stat. Jerome arrive. Ah oui, non, mais alors Ty Jerome, de toute façon, moi je l'aimais déjà bien au moment où il est arrivé en NBA parce que j'avais vu son parcours en NCAA avec Virginia. Ah là, depuis qu'il est arrivé au KC, On nous demande son true shooting à Ty Jerome. Je suis Alors, en train de le attends. chercher. Le premier qui trouve a gagné. Ty 58.5. Voilà, bah alors, je rétorque. Ah, mais c'est quoi le true avec shooting? Et la- en sens, c'est quoi la définition du true shooting? Ah, j'ai pas Ah bien la question. Alors la définition du true shooting, comment on va C'est pouvoir, une stat qui
prend... Ah, comment... Eh, Comment dire ça de manière simple? alors, attends. Non, bah attends, déjà, faudrait qu'on trouve comment l'expliquer. Le true shooting, La définition de basketball référence est dans rien du tout pour l'explication. alors attendez, on va chercher. True shooting. Déjà, ça prend en compte et les 3 points, et le 2 points, et les lancers francs. Première chose qu'il faut savoir, c'est ça. Mais je crois que ça prend en compte. En fait, la différence, c'est que ça prend en compte les tirs à 3 points. Enfin, non, les lancers, justement. Le Oui. true shooting prend Oui, en ça, compte c'est les sûr. lancers, là où le pourcentage au tir, c'est juste l'addition Des de 2 points, des tes 3 tirs. points. Ce que, True ce que, shooting, ce ouais, que, c'est ce ça. que je pensais, c'est qu'il y avait une autre pondération, en fait, dans le sens où... Non, ça c'est Voilà, l'efficiency ok. field goal où ils considèrent qu'un tir à 3 points est Ouais. plus important qu'un tir à 2 points. Le true shooting, en gros, c'est juste vous additionnez les 2 points, les 3 points et les lancers. Ouais, l'autre pondération. Je pensais qu'il y avait la pondération aussi dans celui-là, mais effectivement, c'est peut-être juste l'addition. C'est l'efficiency field goal Hmm. où il y a une pondération. Alors, on est dithyrambique sur Ty Jerome, on dit après il joue que les secondes unités, etc. Oui, mais actuellement, J'ai pas sorti c'est ma notre stat, point de ouais. satisfaction et geste constant dire sa stat. Sur les pull-ups, bon après il en prend 1,6 Ouais, par c'est match. Sur les pull-ups, Ty Jerome est à 43,4% de réussite à 3 C'est points. incroyable. Ouais, c'est juste là. Et il est à 41,2% de réussite au catch and shoot et il en prend 3,5 par match. Juste pour conclure sur lui, moi j'ai un vrai regret, c'est qu'il n'ait pas pu jouer le début de saison, qu'on le voit plus à côté de chez. On aura gagné Ouais, 30 mais matchs. qu'on l'ait vu plus dans un rôle qui lui conviendrait aussi, backup meneur, peut-être à côté de Malédon, plus à côté de chez aussi, etc. C'est un peu dommage. Donc là-dessus, c'est le seul regret que j'ai sur sa saison. Après, il a prouvé, lui, pour le coup, sur la fin de saison. Après, il était blessé, le pauvre Oui. petit. Je pense que la G-League l'a bien aidé. Hein. Aussi, ben, reprise de rythme. Un petit tour, hein. Ouais. Ouais, voilà, une petite reprise de rythme avant la blessure. Je pense que si on l'avait. Tu vois, sa saison rookie, il n'avait pas tellement joué. Je pense que la bulle, je crois qu'il n'avait pas joué du tout d'ailleurs. Si on l'avait balancé en décembre, est-ce qu'il aurait été aussi bon autant en rythme que là, quand il est arrivé en février-mars? Je sais pas Sachant comment. qu'il sera là l'année prochaine, normalement, s'il n'y a Oui, pas de trade, alors, etc. Il a intérêt d'avoir ses 20-22 minutes de jeu. J'ai cru que t'allais dire l'intérêt d'avoir ses Sinon, vous allez 20-22 m'entendre millions. J'ai fait, oh là là. Non, alors, au contraire, Non, mais je rigole, mais j'ai dit, moi, qu'est-ce qu'il va me sortir? non, il a intérêt d'avoir ses 20-22 minutes parce que Ty Jerome, tu peux le faire jouer 1, tu peux le faire jouer 2. Non, oui, je suis d'accord. C'est plutôt Ouais, complémentaire. je suis d'accord. Tu peux l'utiliser comme meneur sur pick and roll, puisque visiblement il est meilleur qu'Arden. Ou tu peux l'utiliser aussi en spot-up au poste 2. Autre joueur dont on va discuter, bien entendu, Gabriel Deck, qui est arrivé il y a maintenant 5 matchs, donc un peu plus d'une semaine, on va dire. Ouais, bah oui, qu'avait même quasi Oui, 2, quasi puisqu'il deux. était là pour le match contre les Ouais, Pacers. quasi deux, donc, quasi. Ouais, mais c'était la semaine dernière, les Pacers, non? C'était juste avant qu'on dise qu'on fera pas de live et que j'ai fait le live. Après, tout le monde avait pitié de moi sur Twitter. C'était très gentil. Ah bah ça, oui, mais c'est normal, c'est quand tu perds les 57. Gabriel Deck, bon, assez dur à analyser parce qu'il n'y a pas énormément d'échantillons. Aussi parce qu'il faut rappeler le contexte. Il arrive dans une équipe sans certitude, qui a aucune stabilité, sans rien. Son deuxième match, justement, c'est celui contre les Pacers où il se fait défoncer. D'ailleurs, on se fait défoncer chaque soir, mais là, c'était particulièrement dur. Deck ne parle pas du tout anglais aussi. Pas du tout. De ce que j'ai écouté, il a un traducteur pour chaque interview en Zoom là. Donc je pense. Mais il fait comment pour Alors, les- je les pense qu'il combats comprend le parler basket, on va dire. Parce que. You put the ball Voilà, in the net. concrètement, mais je pense que dans la vie de tous les jours, ça doit être quand même assez compliqué pour lui, parce que en même temps, il est argentin, il a joué en Espagne, donc il a dû parler espagnol les 3 quarts. Après, il y a une forte communauté hispanique Oui. dans l'Oklahoma. Faut pas oublier qu'il y a le Texas en dessous et Ouais, en mais dessous, t'as le Mexique. au sein de l'effectif, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui parlent espagnol. Tu peux parler français, disons, Ouais, non. mais espagnol, je suis pas Tu sûr. peux parler Mais français. espagnol, je suis pas sûr. Espagnol, alors Ford doit parler espagnol. Peut-être. Et quoi, il est Dominicain? dominicain. Est-ce que ça- Ouais, sais je pense pas, que je vais c'est pas me ouais, lancer non, dans des ouais, trucs ouais, non, comme ça, peut-être, mais, peut-être. Mais je pense que tu peux parler espagnol. Mais ouais, effectivement, ça doit être compliqué de t'intégrer si tu parles pas un bras Ouais, d'anglais. Exactement. Donc, première chose à prendre en compte, donc c'est assez compliqué pour lui. Ensuite, pour donner plus mon avis, je suis assez mitigé pour l'instant. C'est un joueur très physique. Les Américains aiment bien dire qu'il joue
bigger than his size, il est plus petit, il est pas très grand, il est assez petit par rapport aux autres joueurs, mais par sa combativité, son impact, sa dureté, en fait, tu vois pas trop, tu vois pas trop la différence. Par les points positifs d'abord, c'est peut-être plutôt la défense. Il n'a pas d'énormes qualités athlétiques, d'ailleurs, il a une dégaine assez bizarre, il est fait bizarrement. Mais très dur au mal, très combatif, très intelligent, je pense, des deux côtés du terrain d'ailleurs. Et on me le cite dans le chat, et j'allais le citer aussi, il commence son premier match, je crois qu'il défend sur Zion en sortie de banc, parce qu'il y avait Zion plus banc, et il s'est bien battu, c'était plutôt honnête ce qu'il a montré. Donc je pense que défensivement, il peut être intéressant. Par contre, offensivement, c'est là où j'ai un peu plus de doutes. Tu vois qu'il aura un intérêt, lui, dans le collectif, dans le QI basket. Il a fait 2-3 actions plutôt bien senties, quelques bonnes passes, quelques bons placements, tu vois. Intelligent aussi pour aller chercher les fautes, il faut le mentionner. Je trouve qu'il est plutôt agressif là-dessus. Son jeu au poste, c'est quand même... Alors, on dirait pas, il fait un peu bourrin, etc. Européen. Mais ça marche pour l'instant. Bon, après, est-ce que ça perdurera dans le temps? Je sais pas, mais il les met en fadeaway, etc. Donc, pourquoi pas? D'ailleurs, je voulais la stat sur NBA.com sur son taux en post-up, introuvable. Donc je sais pas comment il considère les post-up. Est-ce que comme c'est un fadeaway, il le compte dedans? Apparemment, peut-être pas. Oui, c'est bizarre. Ouais, donc j'ai pas pu avoir la stat qui m'aurait confirmé tout ça. Par contre, sur son tir, j'ai des doutes. J'ai beaucoup de doutes. Il est à l'aise, je pense, à mi-distance. Mais dès qu'il s'éloigne un peu... alors déjà en Euroleague, il n'avait pas des pourcentages exceptionnels. Il n'en prenait pas beaucoup aussi. Et là, il a 1 sur 9 depuis son arrivée. Tu vois que le tir est pas... La gestuelle est pas ouf, c'est un peu lent, tu sens que c'est pas son truc non plus, donc j'ai un peu de doute là-dessus. Par contre, lui aussi, je suis pas sûr que la situation lui profite énormément. J'aimerais plutôt pour lui le voir dans un collectif un peu plus compétent et rodé, parce que quand tu viens du Real Madrid et que tu arrives là, je pense que ça te fait bizarre. Donc voilà, peut-être attendre au moins la saison prochaine pour lui. Là, ça va être une première phase d'adaptation, avec l'anglais par exemple aussi. Donc à voir. Il est déjà meilleur que Beasley, non? Non, les gars. Ouais, Valentin, ne dis pas de bêtises, attention. Même pour rigoler, il y a certaines limites quand même. Non, mais alors, concernant Deck, c'est un joueur européen pour l'instant. C'est pas un joueur de NBA, c'est encore un joueur européen. Tu vois, tu parlais de ses post-up, là, il y a une action, c'est contre Sacramento, je crois. Il commence un post-up depuis la ligne à 3 points. Incroyable. Ça, c'est un truc, on voit plus ça depuis 2008. Ça n'existe pas, ça. Il y a Tim Duncan qui faisait ça, mais c'est tout, quoi. Mais ouais, c'est encore un jeu très européen. Alors, je sais pas si en Europe ils font ça, je regarde pas assez d'Euroleague pour le dire, mais ça me surprendrait aussi qu'ils fassent ça. Non, mais tu vois bien qu'il joue pas comme un joueur NBA, tu vois. C'est un joueur qui joue comme jouent les joueurs européens, c'est très collectif. Peu de place à l'improvisation. Au final, il y a peu de moments où j'ai l'impression qu'il improvise réellement. Alors que son faible taux d'improvisation, tu sais, il y a une petite passe dans le dos, il y a des petits trucs où des fois tu te dis pourquoi pas, parce qu'il doit être intelligent. Oui, mais c'est trop faible. C'est un Argentin, donc c'est comme les Argentins, comme les joueurs qui viennent des îles Balkans, c'est des joueurs qui ont un QI basket élevé. Tu verras jamais un Argentin qui a pas de QI basket. Donc je trouve que oui, c'est un joueur, et puis physiquement. Il y a plein d'Argentins aussi, je pense à un Luis Scola par exemple, qui physiquement n'était pas le plus... même Manu, qui n'était pas physiquement le plus gâté, mais qui, par leur intelligence de jeu, arrivait toujours à trouver un moyen de se démarquer et d'aider l'équipe. Moi, c'est difficile de le juger, je pense que je suis plutôt satisfait de voir ce qu'il montre pour l'instant. Alors en attaque, effectivement, sur son tir, je ne suis pas convaincu qu'il puisse vraiment se développer. Mais je me dis que l'année prochaine, tu vois, avec une intersaison où déjà il pourra peut-être apprendre à parler anglais, plus un effectif où le collectif sera peut-être mieux huilé, peut-être pas en début de saison, parce qu'il va quand même y avoir, avec potentiellement un trader fort, des joueurs qui vont être draftés, ça va peut-être mettre un peu de temps pour avoir une vraie cohésion d'équipe sur le parquet. Je me dis que potentiellement il pourrait, tu vois, apporter une petite contribution. Alors qu'on se moque de toi parce que tu as dit les îles Balkans. Oui. Campazzo aussi, très bon exemple des monstres physiques argentins, effectivement. Putain, oui, j'ai oublié Campazzo, effectivement. Les îles Balkans, oui, alors je dis n'importe quoi. Bientôt, je vais dire les îles Balkany si ça continue, mais... Non, mais en tout cas, tous les joueurs qui viennent de l'ex-URSS, l'ex-Yougoslavie, sont des joueurs avec un QI basket extrêmement élevé. Je suis plutôt d'accord avec toi. Dernier joueur dont on voulait parler, je pense, Lou Dort. Tu voulais en parler un petit peu.
qui est petit toujours dans ses... Alors, on était très haut sur lui il y a moins d'un mois, c'est-à-dire sur tout le mois d'avril, et mois de mai, il est moins content. Ben, ça illustre la saison de Dort, c'est l'irrégularité. Globalement, c'est l'irrégularité. Alors là aussi, j'ai parlé de Baisley en disant qu'il y avait un changement de registre dans son jeu offensif, changement que je considère positif. Il y a eu aussi un changement de registre dans le jeu de Dort, et si on en croit les stats, c'est pas vraiment positif. Si on prend les stats, encore une fois, de Dort après le All-Star Break, vous tombez sur un joueur, notamment dans sa fréquence de tir, qui a largement baissé son pourcentage de catch and shoot. Avant le break, sa fréquence de catch and shoot était de 45,4%. Depuis le break, elle est tombée à 35%. Et le vrai problème, c'est que l'efficacité commence à tomber aussi. Avant, Dort, en catch and shoot, rentrait ses tirs. Vous avez 43,3% de réussite au tir sur les catch and shoot. Maintenant, c'est tombé à 33,5%. T'as quand même 10% de moins, sachant qu'il prend moins de catch and shoot. Je me dis que c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors, effectivement, l'absence de Shai n'aide pas. Mais je trouve que Dort, alors lui, pour le coup, il joue en pleine confiance. Hein, ça, lui aussi, tu peux pas lui reprocher de jouer avec un manque de confiance. Malgré tout, c'est pas non plus. Tu vois, je suis pas convaincu que ce rôle-là de Dort, alors c'est bien de l'expérimenter, je suis pas convaincu qu'à l'avenir ce soit vraiment un truc forcément. Non, je suis d'accord avec toi. C'est bien qu'il puisse. Et son tir à 3 points, après, juste je conclue sur ça, son tir à 3 points me fait dire que c'est pas encore un shooter NBA. C'est peut-être plutôt sur ça qu'on va devoir s'intéresser, parce que son côté balle en main, ça sera vraiment, comme on dit depuis un moment, du bonus. Il a fait un très bon mois d'avril sur ça aussi d'ailleurs. Donc ça sera à voir. Ça réagit pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de lassitude? C'est pas facile quand t'es questionnable un match sur deux. Il y a une petite blessure je pense aussi. qu'il y a un petit aspect blessure-fatigue effectivement qui joue aussi. Pour son tir, en fait, si on prend au global son pourcentage, il est honnête et je pense qu'on aurait dit oui à ce chiffre sur l'année, tu vois. Il est moins bon que l'année dernière. À 3 points, j'entends. À 3 points. Tir. À 3 points, il a une augmentation, oui. mais il est à 34,3. Oui, moi c'est ce que celui-là presque qui m'intéresse pour Dort, parce que vu les tirs qu'il prend à 2 points, je pense pas qu'il en prendra énormément dans le futur. Bah après, on avait parlé de sa progression au drive, tu vois, au final, elle est pas si. Sur le pourcentage, elle se retranscrit pas. Elle est dans le rôle en fait, dans le fait qu'il les prenne, mais il n'est pas tant dans le pourcentage, je suis d'accord avec toi, et il shoot à 44% au cercle, ce qui est très bas dans la ligue, je crois. Donc, ce qui est par contre intéressant pour Dort, même si on sépare un peu son tir, d'abord il y a eu des très bonnes périodes et des moins bonnes, il s'est toujours rattrapé ou du coup c'est redescendu. Ce qui manque peut-être, si on devait faire les qualités d'un shooter, il y a déjà la capacité à les mettre régulièrement, ça c'est ce qui lui manque, peut-être le côté régularité, mais en termes de volume, pourcentage global, pour l'instant il y est. Donc tu as ce côté régularité qu'il faut remettre en cause. Après tu as un petit peu de diversité, et ça commence de venir un petit peu, tu vois, il a des systèmes pour lui un petit peu. Là je repense à une des premières actions, si je me souviens bien, du match d'hier, où tu te retrouves avec Moses Brown la balle poste haut, non, avec Roby la balle poste haut, pardon, il va chercher un end-off, et en fait Dort va faire l'écran à l'opposé en même temps, et après il reprend un écran pour remonter tout droit du cercle vers les 3 points, il s'arrête, il tire. Ça c'est une situation qui pour moi est intéressante pour lui en fait, parce que t'es pas que dans du spot-up, bien que c'est peut-être ça qu'il fera dans le futur. Et autre point intéressant, c'est que Lou Dort, il est bon dans les corners en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que la majorité de ses tirs, il les prend à 45, à gauche et à droite, et voire même dans l'axe. Et là où il est le meilleur, c'est dans les corners. Dans les corners, à gauche, il est à 42%, et à droite, il est à 46%. Et c'est ça qui est un peu... C'est PJ voilà, et c'est ça qui est un peu dommage, et ce qui me fait être un peu quand même satisfait de sa saison, c'est parce que l'année prochaine, si tu as plus de ball handler, etc., il prendra peut-être plus de tirs dans le corner. Et... Si tu as, ne serait-ce, tu vois, si tu as... Sans même parler de Kay, si t'as ne serait-ce qu'un Suggs, tu vois. Si t'as Suggs et Shai, t'as pas besoin, tu vois, même si tu rajoutes Poku qui est capable de porter la balle, t'as pas besoin d'avoir autant de séquences comme on voit actuellement où t'as Dort en portant. Tu laisses l'axe du terrain à ces joueurs-là, en fait, tu vas te cacher dans ton corner. Oui, voilà, tu le caches dans un corner, et par contre en défense, tu te donnes comme un taré, tu deviens PJ Tucker globalement. C'est un peu ça. Donc c'est ce qui me fait être... Allez, le petit point positif de sa saison au tir, c'est on va dire son pourcentage global, bien qu'il y ait trop de vagues, et aussi son tir dans les corners. Alors, il n'en a pas pris tant que ça au final, parce que bon, il en prend beaucoup à 45, mais son pourcentage est intéressant dans ces zones-là.
Alors moi je vais vous expliquer la différence entre un bon shooter et un Vas-y, mauvais donne-moi tes critères. Un bon shooter et la un mauvais différence shooter. La différence entre un bon shooter et un très bon shooter. Un bon shooter, c'est un joueur comme Dort qui tourne à 34%, mais qui est irrégulier. Un très bon shooter, c'est un joueur comme Joe Harris, comme Seth Curry. Steph, c'est un autre débat, mais le frère Curry est quand même vachement fort. Ce sont des joueurs qui sont efficaces tous les soirs. C'est-à-dire que Dort, il y a des soirs où il va être à 4 sur 9, où il va être à, je ne sais pas, à 5 sur 8. Par contre, il y a des soirs où il va être à 2 sur 7. Des excellents shooters, ce sont des joueurs qui sont à 2 sur 5, 3 sur 7 tous les soirs. Il n'y a pas cette irrégularité. Pour moi, c'est la différence entre sans parler des très gros shooters, genre Curry, Lillard, Harden, KD, etc. Dans les joueurs de complément, entre guillemets, c'est ce qui fait la différence entre un bon shooter et un excellent shooter. Pour moi, c'est la régularité sur Chose que tu nous répètes souvent, d'ailleurs. Oui. On cite, et en plus, c'est marrant parce qu'on cite Bertans, et Bertans a quand même connu des belles irrégularités cette année. Son début de saison, elle était. Il a mis du temps à se mettre en route, le shooter là. Comme Washington, hein, globalement. Oui. Après, Washington, quand même, sauve sa saison en récupérant Daniel Gafford et Chandler Hutchison. Un petit peu. On dit tous les shooters sont réguliers. Il y en a des plus irréguliers de Dot. C'est ça le truc. Il y en a. C'est ça, le truc. Alors, Valentin, effectivement, tous les shooters sont irréguliers. Mais t'en as quand même. Est-ce que tu vas me dire, Valentin, je te pose la question, est-ce que tu vois Joe Harris ou Seth Curry faire des 6 sur 9 et le match d'après faire 2 sur 10, comme le fait Dort? Évidemment, tu vas me sortir des matchs où ils le font, mais ils le font quand même moins régulièrement que Dort le fait cette saison. Bien sûr qu'il y a des matchs sans pour tous les joueurs, hein, mais voilà, c'est ce que tu dis, juste faut pas que ce soit trop récurrent, exactement. Voilà. De toute façon, des shooters qui rentrent tous leurs tirs à tous les matchs, il y en a un, il porte le numéro 30 et il joue à Golden State, mais sinon c'est tout. C'est ça. Oui, il y a Danny Green en finale avec les Spurs, je sais plus quelle année où il mettait tout. Non, alors Danny Green et Gary Neal aussi, c'est 2013 où ils rentrent tout à 3 points, où ils sont à des pourcentages. C'était incroyable. Et puis après, il y a Ray Allen aussi qui a bien rentré son tir. On arrive un peu au bout des sujets qu'on voulait aborder. Est-ce qu'on prend 5 minutes pour quelques questions si on en avait, pourquoi pas. On vous avoue que c'était pas le match de ce soir nous fait plus peur qu'envie, si je peux dire. Non, moi pas spécialement. Je sais que Dort va pas jouer. C'est moi qui fais le LT plus l'article. Sachez que quand j'écris l'article, je suis sur 11 défaites consécutives. Donc, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez être serein. Moi j'avais pris l'immunité avec le match des Pacers, à voir s'ils la gardent jusqu'à la fin de saison. Ouais. Non, mais plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant de parler des joueurs qui marquent la fin de saison. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. On attend la fin. Oui, on va attendre la fin. De toute façon, le prochain épisode, ce sera un podcast bilan. Et ensuite, on fera un live bilan avec vous. Préparez déjà vos questions. Ce sera que des questions, une FAQ bilan. Donc vous pouvez déjà les préparer. Allez, je prends une question. Il y en a une. Si c'est pas Kate, vous voulez qui? On n'est pas d'accord là-dessus. En plus, c'est incroyable. On est d'accord sur rien. Si c'est pas Kate, vous voulez qui? Moi, j'ai pas d'énorme coup de cœur. Moi, je prends Mobley en 2. Moi, je prends Green en 2. Mais pour OKC, dans une mock, je prends Green en 2. Pour OKC, je pense que j'aime bien Suggs. Mais après, mon coup de cœur, c'est Kuminga. Oui, mais tu sais qu'il est quand même moins haut que les autres. C'est ça qui est... Pour moi, il y a un top 4, Kuminga est un peu tout seul en 5, et en dessous, il y a quand même une bonne petite marge. Alors que les questions arrivent. Est-ce que vous êtes quand même hype pour les playoffs et votre avis sur le play-in? Bien évidemment. Oui. Bien évidemment que je suis hype pour les playoffs. Moi, j'attends plus les playoffs j'attends que les matchs d'OKC se finissent, qu'on perde tout, et voilà. Et après playoffs. Les playoffs, ce qui est quand même assez formidable cette année, c'est qu'on personne ne sait qui va être champion. Personne ne sait qui va sortir de la conférence S ou de la conférence Ouest. Et qu'il peut y avoir des gros premiers tours. Hein. S'il y a un Lakers-Clippers par exemple. S'il y a un Lakers-Clippers au premier tour, cette année ça va être intéressant. Quand il va y avoir un Milwaukee Nets en demi-finale de conférence, ça va piquer aussi. Hein. Donc, moi je suis totalement hypé pour les playoffs. De toute façon, ça reste des playoffs. Alors après, il y a forcément des équipes qu'on a plus envie de voir gagner que d'autres. Hein. Je pense à une franchise du côté de l'Arizona que j'ai quand même très envie, si ce n'est de voir gagner, très envie d'aller au moins en finale de conférence. Moi je suis moins à fond Phoenix, effectivement, je préfère eux que certains, mais moi je serais pour Washington. Moi, je serais mort pour Washington. C'est la darling de la saison.
Oui, mais alors après, Washington, le problème, c'est que tu vas être à mort Pas pour longtemps. eux, mais pendant 5 matchs. Parce que- Pas longtemps. donc, là où Phoenix, ils ont peut-être un poil plus de chance. Il y a eu une franchise du côté de New York qui joue en orange que je vais supporter très fort. Il y a une franchise du côté de la banlieue de New York qui joue en noir que je vais cordialement détester. Mais ouais, très hypé Ah pour ouais. les playoffs parce qu'on sait pas qui sera Ouais, c'est champion. vrai qu'on nous dit il y a 3 mois c'était Brooklyn Lakers, effectivement, là c'est devenu un peu plus indécis, hein. C'est devenu un peu plus Ouais, ouais. indécis. Alors, moi, je tiens mon pari en disant que Brooklyn, je l'ai dit, je crois, Tu l'as dit au moment du trade Harden, en disant que Brooklyn ne sortira pas de la conférence Est. Et que c'est Philly qui ira Moi, en je pense que ça finale. dépend de Harden, quand il revient et quand il revient. Sur le play-in, notre avis sur le Bah, play-in, ouais. cette année c'est bien, mais après le réduire un petit Non, peu. cette année, c'est pas bien. Non, mais non, Cette année, c'est alors pas bien. non, vu le contexte particulier et tout, je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais je suis pas fan du juste de prendre le 10e et sans limite d'écart entre les équipes en fait. Ça, je suis pas fan du tout. J'aurais- Après, le problème, c'est que, en fait, on critique le play-in, mais quand on va se retrouver avec un Warriors-Lakers pour le premier match du play-in, en fait, on va tous Ouais. être contents. Globalement, on va tous être contents. Mais non, non, refaire comme l'année dernière, prendre que le 9 déjà, pas le 10. Et après, il faut quand même 4 ou avouer une chose, que je suis pas rarement positif sur le play-in. S'il faut avouer une chose, c'est que bah, il y a quand même plus d'équipes Ça qui rend jouent les équipes encore compétitives. le jeu, quoi. Ça, je suis d'accord. Et pour moi, le play-in, c'est une méthode pour lutter contre le Un petit tanking, hein. peu. C'est pas tant pour réformer les playoffs et gagner plus de sous. C'est surtout pour lutter contre. Enfin, si, un petit peu Si, pour si. gagner plus de sous. Mais c'est pour lutter contre le tanking. Euh, Mais ouais, le play-in, refaire comme l'année dernière, je crois que c'était 4 matchs d'écart l'année ouais, dernière pour qu'il y ils ait un avaient match de pile 4 play-in. matchs Portland. Peut-être descendre à 3 parce que 4 c'est beaucoup, je trouve. 3 matchs, le 9e, le 8e, parce que quand tu termines Ouais. 7e de ta conférence, tu dois te retaper un match. Je trouve ça C'est un peu assez, abusé. assez Mm. dégueulasse. Ouais, assez abusé. Non, non. 8-9, moi ça me va. Si Mobley, on vire Bazley, non, non. Mais non, en fait, si déjà on n'est pas du tout dans déjà trop de concurrence, on a encore largement de la place dans l'effectif, sachant que Poku joue 3 la moitié du temps. Bazley joue aussi 3 Oui, il d'ailleurs joue 3. actuellement. Sachant que Mobley, c'est un 4-5. Non, Ou c'est un 4, c'est un 4. c'est un 4-5. C'est un C'est un 4. 4. Il jouera Ah, jamais bah, 5. Mobley Il est trop frêle Bah, il pour fait jouer 2m10. 5. Moi, je pense qu'il jouera. Il est Oui, mais il est proche. trop Ouais, mais frêle. il va. Dans ce cas-là, tu peux dire que Poku jouait Bah, 5 comme c'est on ce le qu'on disait projetait, mais à Mobley est un l'intersaison. peu plus physique que Poku, hein. Ouais, mais enfin, il est frêle quand même, hein. Il a pas le. Si, Il a, si il a, tu joues au il, poste, il va se faire marcher dessus par les pivots il a NBA, hein. annoncé, il a annoncé intérieur, il n'est pas annoncé forward, tu vois. Oui, mais t'as des cartes forward aussi, Ouais, mais tu vois. oui, mais justement. Enfin, t'as des cartes Justement, intérieures. oui, oui, si tu veux. Mais bon. Mais non, Mais et non, je dans tous trouve les qu'il est cas, trop léger. dans tous les cas, non, il n'y a pas trop de talent encore. Non. Bazley, vous mettez Bazley et Mobley dans la raquette, c'est bon. Moi, je prends, hein. C'est bon. Ouais, mais tu vois, vous mettez que Minga et Bazley dans la raquette, moi j'aime bien aussi. Mais, Oui, c'est un peu petit, mais c'est intéressant. Tu vois que Minga c'est un 4 forward. Ouais, pour oui, le coup. ouais. Comme Bazley. Mais ouais, comme Bazley. Mais faites-le jouer 5 là, Bazley, je sais pas. En moi, plus, ces en plus, épinards, ça me fera, en foutent plus, aux ça doigts, fera de la place dans la raquette pour ses drives. S'il joue 5, il n'y aura plus Moses Brown au milieu tout le temps. Ce serait vachement bien s'il pouvait jouer 5. En plus, Bazley, il est plutôt actif au rebond. Tentez-le au moins sur la fin de saison. Tentez-le. Si ça marche pas, on s'en fiche, on veut perdre. Ouais, voilà. Mais, ou signer Richard Holmes. J'attends de voir Non, mais- Mobley. Attends, dans la dernière mock draft, quand ils annoncent center ou pas. Bon, après, ils annonçaient beaucoup center aussi, on va dire comme ça. Ouais, bah, donc bon. Mais je sais pas. On verra bien. Après, faudrait que Mobley. Je pense que Mobley, lui, pour le coup, il va pas sortir du top 3. Mais, Non, Mobley sort pas du top 3. Franchement, donc, voilà. il est annoncé au moins comme intérieur un petit peu. Tu vois, je vois pas comment. Jokic, Bon, il a annoncé big, ils sont pas foulés. Ils sont pas foulés. Ils prudence. sont pas foulés. Mais non, un petit peu intérieur, enfin un petit peu à la Jokic. Alors, c'est un profil un petit peu à la Jokic. En tout cas, plus à la Jokic qu'un profil, par exemple, à Embiid, pour citer l'opposé. Non, donc à voir. Mais ouais, je pense que lui, il sort pas du top 3. Oui. Et que vraiment, si jamais on a deux pics dans le top 5, donc si on a le pic de Houston, typiquement, le 5, ce sera Kuminga. À moins d'une énorme surprise de quelqu'un qui tente à Paris, je pense que le top 5, enfin le 5, ce sera Kuminga. Mhm. De toute façon, si vous lisez d'ailleurs les choses sur Mobley, ce que je suis en train de faire, le point négatif, c'est qu'il est un peu trop frêle et qu'au début, il devrait peut-être accompagné d'un autre grand et sinon après, non. Et encore, il cite s'il faut défendre sur Jokic ou Embiid. En même temps, personne ne les défend.
Non, sauf Kevin Durant qui défend sur Jokic, mais illégalement. Je sais pas si vous avez vu la fin de match entre Denver et Brooklyn cette nuit, mais il y a des coups de sifflet qui sont pas donnés à Jokic sur la fin de match. Ouais, bon, écoutez, si ça avait été KD, ils auraient été donnés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce serait pas intéressant de tenter des paris au second tour pour des mecs qui ont fait des bonnes perfs à l'université et pas prendre des seconds tours qui perceront jamais, type Garza. La problématique de ceux-là, c'est qu'ils sont plus vieux, notamment Lucas Garza. Et donc, le Thunder draft très jeune, quasiment tout le temps. Donc, c'est le problématique. Après, on n'est pas à la recherche de bons joueurs, on est à la recherche de prospects pour l'instant. Honnêtement, hein. Oui, mais faut pas que l'âge soit un stop. Tu vois, regarde ce que fait Memphis avec Brandon Clark, avec Desmond Bane, avec Xavier Tillman. Ce sont des joueurs, quand ils ont été draftés, ils avaient 22, 21, 22, 23 ans. C'est des bons joueurs. Limites à la chute après, hein, bien sûr. Hein. Faut pas non plus... Corey Kispert, faut pas, si tu le prends au second tour, c'est une escroquerie. Hein. Il faut pas... Non, mais tu vas pas... Non, mais oui, non, mais je te donne l'exemple de Kispert parce qu'il a fait l'année complète à la fac, il a annoncé... Kispert, il sort pas du tout. Non, oui, voilà, donc c'est pour ça. Tu vois, typiquement, lui, si on a le pic du 8, par exemple, pourquoi pas, en 17-18, là, il serait potentiellement disponible. Mais ça doit pas être ta priorité de prendre déjà ces joueurs comme ça, on va dire utiles, tu vois, plus que à développer. Après, c'est un débat, tu vois, dans une équipe NBA ou dans une franchise NBA où tu as déjà plein de prospects, tu es peut-être content d'avoir un joueur qui a peut-être pas un plafond aussi haut que tes prospects, mais qui a un plancher plus haut, oui. Par contre. Tu vois, c'est bien d'avoir des joueurs de rotation sur qui tu as déjà des certitudes. C'est tôt, je trouve. Oui, bah après, tout dépend, tu vois. Regarde Memphis. Memphis, ils ont pris Brandon Clark. On se disait, bon, c'est pas, on sait pas ce qu'ils font, ils sont en construction. L'année d'après, parce qu'ils pensaient déjà que Morant et Jaren Jackson Jr. c'était leur gars, je pense. Oui, mais tu peux te dire que nous, l'année prochaine, on pense déjà que chez Kate Cunningham ou un Green ou un Suggs ou un Mobley sont nos gars. Ouais, du coup, tu prends peut-être l'année d'après. Oui, non, mais c'est vrai. Voilà. Vous pensez qu'il y a des équipes qui peuvent faire l'impasse sur Cade en 1, genre les Wolves? Non, au pire, tu le trades et tu redescends, mais tu fais pas l'impasse sur Cade, je pense pas. Non, tu fais pas l'impasse sur Cade, je pense que là, tu fais ça. Non, mais c'est comme faire l'impasse sur Zion, comme faire l'impasse sur Anthony Davis. Non, tu fais pas l'impasse. L'équipe que je suis même pas sûr qu'ils vont le trader. Hein. Très honnêtement, on en avait parlé en long, en large et en travers. Je pense que l'équipe qui aura le first pick, le first pick, point barre, peu importe l'équipe 2021, sera Kate Cunningham. Point barre. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci à tous d'être venus participer à ce live. On était un petit peu moins nombreux, c'est pas grave, cette semaine ça va vite remonter quand ça sera l'intersaison, qu'on parlera de sujets un peu plus cool, qu'on fera le bilan de la saison. Donc comme on vous l'a dit, le podcast sortira un petit peu plus tôt dans le prochain parce qu'on va attendre la fin des matchs maintenant pour faire le bilan de la saison. Oui, plus tard. Ensuite FAQ en live pour la fin de saison. Donc voilà, on prendra aussi vos idées de podcast, n'hésitez pas à nous dire. On a plein d'idées déjà pour l'intersaison, bien plus que maintenant, on vous le dit. Il y a un podcast que je dis là, qui serait quand même très intéressant, c'est on remonte en juin 2012, on fait un petit état des lieux. Il est prévu celui-là. Il est prévu, mais soit on le fait, je pense qu'en live, ça va partir en couille. Ça serait très intéressant. Ouais, ça va. Donc merci à tous d'être venus. Donc ceux qui écoutent en replay, n'hésitez pas à vous abonner partout au podcast sur Thunders, toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, aussi sur YouTube pour nous regarder en replay. C'est peut-être plus agréable, notamment des fois qu'on parle avec le chat. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Vous abonner aussi sur Twitter, partout. Allez sur le site web. On se retrouve très vite. Donnez-nous vos gages pour la loterie. Réfléchissez-y. Il reste un gros mois maintenant. Réfléchissez bien. Ça peut être drôle. Il reste un mois et demi. Un mois et demi. Et voilà, on se retrouve très vite. Salut à tous, à bientôt et bon match contre Sacramento cette nuit. Soyez là. S'il vous plaît, soyez là. Salut. Salut.